Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Mehelouli, médecin généraliste secteur privé à Tanger. Et puis, je voudrais remercier MG Maroc pour la réussite de ce grand congrès. Et j'aurai le plaisir de modérer cette séance d'endocrino avec le professeur Hind El-Araqi, que tout le monde connaît. C'est la plus sollicitée dans toutes les grandes administrations scientifiques. Elle a fait beaucoup de choses pour les médecins généralistes, notamment en matière de diabétologie. Alors aujourd'hui, on est en plein dans l'endocrino, on va parler de la conduite à tenir devant l'hyperprolactinémie. Alors, dans nos cabinets de médecine générale, on pense à la prolactine chez les femmes, quand il y a une stérilité, quand il y a des troubles du cycle, quand il y a une galactorée. Et chez les hommes, on y pense aussi quand il y a un problème de gynécomastie, quand il y a un problème de galactorée, et parfois aussi des troubles sexuels, notamment des troubles d'érection, des troubles de la libido. Et donc, derrière ça, il y a toute une démarche pour arriver au diagnostic. Je cède la parole tout de suite au professeur Hind. Vous allez voir, c'est toute une recherche. Merci beaucoup, cher ami. Salam alaikum. À mon tour de remercier MG Maroc pour son invitation et pour l'initiative de faire des ateliers en petits groupes pour qu'on puisse aborder des messages et notamment des thèmes qui ne sont pas forcément ceux que tous les médecins de famille auxquels ils vont s'intéresser parce que vous avez des zones d'intérêt qui sont différentes. La prolactine, effectivement, et l'hyperprolactinémie est une situation qui peut être observée habituellement et elle peut s'accompagner ou pas de symptômes et surtout, parfois on doit la traiter et parfois il y a toute une démarche qui doit expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin forcément de faire d'IRM, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin forcément de traiter. Vous avez beaucoup de situations en médecine de famille qui sont là. C'est pourquoi on va s'intéresser aujourd'hui à des questions pratiques les questions pratiques, c'est surtout par rapport, bien entendu, à l'aménorrhée secondaire. C'est comme a dit Dr Mehelouli, c'est un signe fréquent de consultation en médecine de famille. Et juste pour rappel, lorsqu'on va parler d'hyperprolactinémie, c'est un dosage qui dépasse 25 microgrammes chez la femme et 15 chez l'homme. Alors, on peut avoir des hyperprolactinémies physiologiques, vous le savez, tout ce qui est grossesse et allaitement. Mais il faut savoir qu'en plus de la pathologie tumorale hypophysaire, eh bien, ça peut être également iatrogène. Alors, comme c'est un atelier, j'ai le micro, mais peut-être que je vous poserai quelques questions et je répéterai ce que vous direz, si vous êtes d'accord, pour que ce soit un minimum interactif. Alors, voilà les 3 patientes que je vous propose. D'emblée, elles ont un dosage de prolactine et toutes les 3 ont un dosage élevé de prolactinémie. La première patiente, c'est une jeune patiente de 25 ans avec un BMI tout à fait normal, une pression artérielle tout à fait normale, qui se présente avec des céphalées en casque non pulsatiles et malgré qu'elle prenne des antalgiques de palier 1, eh bien, parfois ça marche, parfois un peu moins. Elle a également une aménorrhée depuis 3 mois. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas de rapport sexuel et elle rapporte une galactorrhée provoquée bilatérale. On a beaucoup de malades qui peuvent venir dans cette situation où ils viennent en disant mais moi j'ai arrêté d'allaiter ou j'ai jamais eu de bébé et pourtant j'ai une galactorrhée. Deuxième patiente un peu plus âgée, 51 ans, avec des chiffres de pression artérielle à la limite, qui se présente avec des fatigues et céphalées. Ça fait 5 kilos en 6 mois qu'elle a pris et elle nous dit qu'elle est ménopausée depuis 2 ou 3 ans et elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle continue à avoir cette fatigue et cette céphalée. Une autre patiente de 32 ans avec un surpoids qui est suivi pour un traitement, pour une pathologie psychiatrique avec un traitement neuroleptique depuis 1 an,
qui veut un enfant, qui réclame un enfant, mais qui a des troubles du cycle depuis uniquement 3 mois. Et ma dernière patiente, qui est venue vous voir pour la raison que Dr Melouli a suggéré, une infertilité primaire. Ça fait 2 ans qu'elle est mariée, 2 ans qu'elle n'a pas de contraceptif et pas d'enfant, et aucun antécédent familial. Rien. Elle a des cycles réguliers. Dès qu'elle a un retard, on fait des bêta-ACG, ben c'est négatif. Et elle a une TSH normale. Vous allez voir que l'hyperprolactinémie, qui est retrouvée effectivement chez ces 4 patients, est due à des causes tout à fait différentes et vont avoir une prise en charge tout à fait différente. Ici, est-ce que quelqu'un a déjà une idée sur les diagnostics? Ma première patiente en bleu, à votre avis, ce serait quoi? Très probablement un adénome, c'est le plus simple. Ma deuxième, est-ce qu'elle est malade ou pas? On va le voir. Ma troisième, iatrogène par les neuroleptiques, très bien. Et ma dernière? Peut-être un OPK, vous avez raison, mais ces cycles sont réguliers. Il faut penser aux OPK, mais les cycles sont réguliers. Eh bien, on va voir pourquoi sa prolactine était normale, était à 3 fois la limite supérieure de la normale. Alors, ce qu'il faudrait qu'on puisse déterminer à la fin de cette intervention, c'est que vous connaissiez globalement les causes des hyperprolactinémies, parce qu'il y en a de multiples. Également, ne pas prescrire une IRM chez tous les patients, mais savoir à quel moment est-ce que je dois prescrire une prolactine, demander encore plus de précision par rapport à la prolactine, et quels sont les examens radiologiques chez qui je vais prescrire les examens radiologiques, c'est-à-dire l'IRM. L'autre question, c'est à quel moment je dois passer la main. Quand est-ce que je dois adresser à l'endocrinologue? Et s'il y a effectivement une hyperprolactinémie tumorale ou d'une autre cause, eh bien, est-ce qu'on doit, le suivi doit être fait de concert avec l'endocrinologue. Alors maintenant, la prolactine, c'est une hormone qui est particulière. Quelqu'un peut me dire pourquoi la prolactine, de toutes les hormones de l'antéhypophyse, est particulière? Bien sûr, Dr Chihab. Bien sûr, elle est complètement inhibée tout le temps, sauf lorsqu'on en a besoin effectivement, c'est-à-dire au décours de la grossesse, mais également pour l'allaitement. Elle va donc avoir la différence avec les autres hormones qui, lorsqu'elles vont passer de l'hypothalamus à l'hypophyse, c'est toujours des stimulations, alors que la prolactine est constamment inhibée. Et elle est constamment inhibée. On a bien entendu des rôles qu'elle va avoir qui, chez l'espèce humaine, comme je vous ai dit, c'est le rôle principal, c'est à la fois d'induire et de maintenir la lactation. Ça, c'est son rôle principal chez l'humain. Mais elle a également d'autres rôles, notamment pendant la puberté, mais également pendant la reproduction avec un rôle sur l'ovaire et l'utérus. Alors, on sait, et ça, c'est uniquement chez l'animal, que la prolactine va avoir un rôle, parce qu'elle est partiellement inhibée, sur la croissance, le développement, mais même le comportement de l'animal. Du coup, si on veut rester logique par rapport à nos 4 patientes, eh bien, elle n'est censée réellement agir que en fin de grossesse pour préparer la lactation, mais également pendant la lactation. Comment est sa sécrétion? Qu'est-ce qui va se passer pour que la prolactine soit sécrétée ou pas? D'abord, la prolactine, comme je vous l'ai dit, est une hormone qui est constamment inhibée. Elle est inhibée par ce qu'on appelle la dopamine ou le PIF. Cette dopamine, la prolactine inhibitory factor, est toujours là pour empêcher la sécrétion de prolactine. Et finalement, quand on regarde sa régulation à l'état physiologique, c'est un état d'équilibre qui est médié entre la TRH ici, qui normalement stimule la sécrétion de la prolactine. La TRH ensuite va entraîner également avoir en parallèle une inhibition qui est médiée par la dopamine, et lorsqu'on va vouloir traiter, eh bien, on va utiliser les agonistes dopaminergiques. Mais vous voyez que dans les facteurs stimulants, on a d'autres facteurs, et notamment les œstrogènes. Les œstrogènes. Donc, une patiente sous œstrogène peut avoir un taux de prolactine qui sera comment? Il sera légèrement élevé, on a vu tout à l'heure,
Et l'une des patientes avait une situation physiologique qui pouvait entraîner des œstrogènes un peu élevés, pas forcément l'œstradiol, les œstrogènes, et qui pouvait expliquer que sa prolactine soit élevée sans pour autant qu'il y ait de signe clinique, sans pour autant que ce soit une situation pathologique. La TRH, vous vous rappelez, c'est quoi comme hormone? Très bien. C'est le chef de la TSH. La TRH, c'est le chef de la TSH. Donc, lorsqu'on a une augmentation de la sécrétion de la TRH, Thyroid Releasing Hormone, qui est sécrétée par l'hypothalamus, eh bien, il va y avoir une stimulation finalement de la sécrétion de la prolactine. C'est juste pour que vous puissiez garder ça à l'esprit. Dans quelle situation la TRH est élevée? L'hypothyroïdie. Et malheureusement, on a beaucoup de patients qui sont traités pour une hyperprolactinémie, alors qu'en fait, c'est une hypothyroïdie qui a fait entraîner une augmentation de la prolactine et une apparition de la galactorée. Et du coup, on s'intéresse uniquement à l'hypophyse et on oublie que c'est une hypothyroïdie périphérique, hein, bien entendu, périphérique qui a entraîné une augmentation de la sécrétion de la TRH. Tout à fait. C'est le message. Quand on a aménorrhée galactorée, bien entendu, quand on a éliminé la grossesse, parce que sans la galactorée, on peut éliminer la grossesse. Avec la galactorée, on doit demander la prolactine, mais toujours demander la TSH, parce que s'il y a une hypothyroïdie, il faut d'abord traiter l'hypothyroïdie et regarder derrière ce qui se passe. Maintenant, on sait que on va avoir cette hormone qui est sécrétée par les cellules lactotropes et qui va entraîner uniquement un développement mammaire et la lactation. J'ai donc mis en gras les signes qui devaient être bien entendu notés lorsqu'on a vu tout à l'heure les patientes, il y en a 4 d'ailleurs, qui allaient nous faire penser à l'hyperprolactinémie. Et vous voyez que chez ma patiente ici, il y a la fatigue, il y a les céphalées et elle est ménopausée. J'ai pas voulu mettre fatigue, céphalée, il fallait justement réfléchir à la possibilité soit de la ménopause qui entraîne une augmentation de l'œstriol, soit de l'hypothyroïdie qui est fréquente chez la femme à 50 ans au décours de la ménopause, et auquel cas il fallait poser d'autres questions à la malade pour savoir si elle avait une hyperprolactinémie secondaire ou pas. Et il y avait également la prise de poids, où est-ce que je suis? Oui, tout à fait, la prise de poids également. La prise de poids devait nous faire penser à l'hypothyroïdie qui, voilà, donc je n'ai pas surligné, mais dans votre tête, quand vous avez une femme ménopausée qui prend du poids, une femme ménopausée qui est un peu dépressive, c'est pas forcément la ménopause. La ménopause, c'est vrai que c'est un état pas toujours facile, difficile pour les femmes, mais il faut penser à l'hypothyroïdie également. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner, en dehors des situations d'infertilité ou lorsqu'on va en dehors de l'aménorrhée galactorée, les situations où vous allez demander un dosage de la prolactine, que ce soit chez la femme, parce que c'est la situation la plus courante, mais également chez l'homme et chez l'enfant. Il y en a beaucoup qui font des consultations et des suivis pédiatriques. Chez l'enfant également, il y a des situations où la prolactine doit être demandée. Alors, je vous écoute. Tout à fait. Je vais garder l'enfant parce que c'est principalement la situation où vous avez demandé la prolactine. Tout retard, arrêt pubertaire ou arrêt de croissance, d'où l'intérêt, s'il vous plaît, pour les médecins de famille qui suivent les enfants, de remplir les courbes de croissance. Les courbes de croissance sont des éléments clés avec vraiment une aide en or sur la cassure non pas du poids, elle peut être intéressante, mais aussi de la prise de taille. Lorsque la courbe de la taille se casse, c'est que l'enfant a quelque chose. On peut diagnostiquer précocement des maladies cœliaques, des retards de croissance, quelles que soient des maladies qui vont pas donner des signes très patents d'emblée. Eh bien, le fait de suivre un enfant et de voir qu'il est sur son couloir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qu'à un moment il ne prend plus, eh bien, c'est un signe qui doit vous faire réfléchir et rechercher des pathologies, dont l'hyperprolactinémie. Chez l'homme maintenant, une gynécomastie, il a plus rarement une galactorée, mais on peut avoir une gynécomastie, mais il y a une autre situation où on doit demander la prolactine.
Chez l'homme principalement. On va revenir sur les signes fonctionnels de l'hypophyse. Bien sûr, tout ce qui est dysfonction érectile, baisse de la libido et des patients qui vont avoir ce qu'on appelle les dysérections en général, eh bien, vous allez rechercher une prolactine. Même si votre patient est diabétique, compliqué, vous pouvez demander, surtout si jamais ça perdure, surtout si le patient était contrôlé, parce que vous avez beaucoup de diabétiques en consultation, ils peuvent avoir une dysfonction érectile. À ce moment-là, il est intéressant de rechercher une hyperprolactinémie qui peut se manifester par ces troubles. Chez la femme, on va avoir soit des troubles du cycle, vous l'avez dit, aménorrhée secondaire ou d'espagnoménorrhée. On peut avoir aussi une infertilité, on l'a dit tout à l'heure, ou une galactorrhée, mais on peut avoir encore un autre signe. Comme chez l'homme d'ailleurs. Alors, les céphalées, ça va être pour tout le monde lorsqu'on aura un syndrome tumoral hypophysaire. Je vais y revenir tout de suite. Maintenant, les symptômes d'hyperprolactinémie uniquement, que ce soit tumoral ou pas. On a aussi des femmes qui vont avoir, qu'est-ce qu'elles vont avoir, ces zones hyperprolactinémie? Une carence en oestrogène. Et si j'ai une carence en oestrogène, je vais avoir une baisse de la libido et une sécheresse vaginale et des dyspareunies. Donc, à chaque fois que vous allez avoir ces signes, que ce soit chez les femmes, notamment aménorrhée, galactorrhée, c'est classique, vous allez y penser, mais également des troubles du cycle ou une femme qui va avoir, avant la ménopause, des signes de carence œstrogénique, eh bien, il faut demander la prolactine. Une femme ménopausée, les signes ne sont pas très patents. Et à ce moment-là, il va falloir plutôt s'intéresser aux autres dont vous avez parlé, qui sont le processus tumoral hypophysaire. Chez l'homme, on a dit possible d'avoir une gynécomastie, plus rarement une galactorrhée, mais surtout une dysfonction érectile avec baisse de la libido. Et chez les enfants, les garçons, s'il vous plaît, attention au retard pubertaire. Maintenant, on a vu qu'on pouvait avoir comme étiologie principale un adénome de l'hypophyse et un prolactinome. Auquel cas, que ce soit un microadénome, moins de 10 mm, ou un macroadénome, plus de 10 mm, on peut avoir un syndrome tumoral hypophysaire. Normalement, dans notre cerveau, il n'y a pas de place pour autre chose ou pour le vide. Dès lors que vous allez avoir même un microadénome, un tout petit, il va entraîner, il va tirer notamment sur tout ce qui est les nerfs, mais aussi les vaisseaux, et on va avoir à ce moment-là des signes de compression, même si l'adénome n'est pas très grand. Donc, plus l'adénome est grand, bien entendu, plus ils peuvent avoir des céphalées importantes, mais même un microadénome peut entraîner des céphalées frontales, habituellement non pulsatiles, mais qui ne vont pas répondre très bien aux antalgiques. Ensuite, lorsqu'on va avoir notamment un gros adénome, il peut comprimer le chiasma optique et c'est ça qui est dangereux parce qu'à ce moment-là, il y a une urgence qui est visuelle et qui va absolument demander une chirurgie de décompression, un traitement médical de décompression à cause de ces troubles visuels. Ensuite, on peut avoir dans le bilan d'une pathologie hypophysaire un patient qui est connu pour avoir une acromégalie ou une pathologie hypophysaire. Bien entendu, on va demander le dosage de la prolactine parce qu'on peut avoir une sécrétion mixte. Mais surtout, à chaque fois qu'on va avoir une tumeur au niveau cérébral, mais aussi un traumatisme crânien, il peut y avoir une cassure ou une compression de la tige pituitaire. Lorsqu'on va comprimer la tige pituitaire ou qu'on va faire une interruption, toutes les hormones vont arrêter d'être sécrétées. Vous êtes d'accord? Tout ce qui est cortisol, à cause de la CTH qui ne va plus être sécrétée, tout ce qui est T4, T3 parce que la TSH ne sera plus sécrétée, mais également on va avoir une diminution de FSH-LH et donc pas de caractère sexuel ou une diminution des hormones sexuelles avec dysfonction érectile chez l'homme par exemple. Seule la prolactine va commencer à être sécrétée parce que on aura arrêté l'effet inhibiteur permanent. Et on aura ce qu'on appelle des hyperprolactinémies de déconnexion. On a perdu la connexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse et la prolactine va être élevée sans pour autant que ce soit un adénome hypophysaire. Et enfin, dans le bilan d'infertilité, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Maintenant qu'on a vu les situations
où on devait demander le dosage de la prolactine. Est-ce qu'il y a des particularités, des précautions pour ce dosage? On le fait à quel moment? Est-ce que on doit utiliser un moment particulier, une situation particulière? Est-ce qu'on le fait debout, couché? Quand vous demandez, est-ce que vous précisez ça au laboratoire? Alors justement, il y a plus de 15 ans maintenant, on continuait de conseiller que le patient soit au repos après 20 minutes, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va doser la prolactine. Alors, c'est ce qu'on pensait avant. Maintenant, avec les nouvelles méthodes de dosage, et notamment le dosage radio-immunologique, eh bien, on a besoin, bien entendu, de repos, c'est-à-dire que le malade, s'il est venu en courant au laboratoire, on va le faire se reposer un petit peu, mais s'il est venu tranquillement en voiture, sans s'être réveillé à 5 heures du matin pour arriver au laboratoire à 8 heures du matin, parce que dans sa ville, il n'y avait pas de laboratoire, eh bien, on peut prendre d'emblée faire d'emblée le dosage. On utilisait aussi avant un cathéter parce qu'on pensait que le fait de faire le prélèvement était en lui-même un stress. On sait qu'aujourd'hui ce n'est pas besoin. Et puis on demandait surtout de faire les dosages le matin. Aujourd'hui, on sait qu'il faut simplement éviter la nuit, mais que le malade peut aller faire son dosage même en journée, qu'il soit en pré ou post-prandial. Il peut prendre son petit déjeuner tranquillement et aller faire son dosage de la prolactine. Alors bien entendu, s'il y a d'autres dosages à côté qui nécessitent qu'ils soient à jeun ou qu'ils soient accouplés par exemple au cortisol à 8 heures, eh bien on va se conformer aux exigences des autres prélèvements. Ce qui est important, et c'est ça qu'il faut que vous gardiez dans votre tête pour expliquer aux malades, c'est qu'il y a beaucoup de situations physiologiques où la prolactine est un peu élevée. Et habituellement, quand on me dit « Ouh là là, il y a une hyperprolactinémie », je regarde, est-ce que la prolactine déjà est à 2 fois la limite supérieure de la normale. Parce que moins de 2 fois la limite supérieure de la normale, c'est souvent rien du tout, sauf si on a des signes cliniques très importants et c'est une erreur de dosage. Et lorsqu'on est à moins de 5 fois la normale, on peut demander une méthode différente. Parce que, ou je vais vous dire aussi les autres choses qu'on peut faire, parce que il peut y avoir des artefacts au niveau des prélèvements. Une hyperprolactinémie, entre guillemets, maligne, ça ne veut pas dire que c'est un cancer, mais ça veut dire qu'elle est très élevée, plus de 5 fois la limite supérieure de la normale. On est d'accord, c'est très probablement dû à un adénome d'ailleurs. Mais entre 2 fois et 5 fois la normale, ça peut être toutes les hyperprolactinémies secondaires, on va les voir, et ça peut être aussi une erreur de dosage. Rappelez-vous que la prolactine est un peu plus élevé pendant le sommeil, c'est pour ça qu'on ne demande pas le dosage pendant la nuit. Et que ces facteurs physiologiques, il faut les connaître. Si on a un décalage du sommeil, par exemple pendant Ramadan, où les personnes ne dorment pas, ou ne dorment pas bien, ils ont changé leur heure de sommeil, il y a un stress ambiant parce qu'on jeûne, parce qu'on a changé les habitudes, eh bien, à ce moment-là, c'est vrai qu'il peut y avoir une augmentation, mais c'est rarement plus que 5 fois la normale. Quasiment pas. On a également toutes les formes de stress, comme l'hypoglycémie, qui vont augmenter physiologiquement la prolactine. Et c'est pourquoi on fait d'ailleurs des hypoglycémies insuliniques lorsqu'on a un doute parfois pour certaines situations de stress. L'activité sexuelle et l'exercice physique également peuvent faire augmenter de façon légère, modérée, la prolactine. Et également la stimulation du mamelon, ce qui fait qu'une patiente qui vient nous voir, d'ailleurs qu'elle ait une hyperprolactinémie avérée ou avec un adénome ou pas, on lui demande de ne plus se palper, de ne plus chercher, de ne plus stimuler le mamelon et de demander également au partenaire de ne plus toucher le mamelon parce que toute stimulation du mamelon va entraîner une sécrétion qui va être entretenue de prolactine et donc la galactorée va persister. Enfin, et aujourd'hui, on est dans les diètes hyperprotéinées qui sont utilisées parfois par des patients et qui vont entraîner une augmentation, là aussi, physiologique de la prolactine, en plus du cycle menstruel où les élévations, comme je vous ai dit, dépassent pas 2 fois la limite supérieure. Donc, s'il vous plaît, globalement, la prolactine,
lorsqu'elle est élevée, vous demandez à la reconfirmer à peu près 1 heure après le réveil, c'est bien, et même dans la journée, et en dehors de tout stress, surtout ces stress physiologiques. Et il n'y a pas de nécessité de faire de tests de stimulation de la prolactine, ça n'existe plus. On ne fait pas des tests pour entraîner une stimulation de la prolactine, on le faisait auparavant. Oui? L'activité sexuelle, alors s'abstenir la veille, juste la veille. Oui, il faut avoir une activité sexuelle pour le bien-être général et le bien-être de la personne et du couple. Mais la veille au soir, lorsqu'on va avoir une activité sexuelle, on peut avoir une augmentation entre 1,5 fois à 2 fois la limite supérieure de la normale. Juste la veille du bilan. Donc on se met au repos la veille du bilan. Alors maintenant, qu'est-ce qui va donner une hyperprolactinémie? Vous m'avez dit tout à l'heure les adénomes. On a vu aussi qu'on pouvait avoir des situations physiologiques. On a vu qu'on pouvait avoir les hypothyroïdies, iatrogènes par des médicaments comme même les œstrogènes. Et vous savez qu'on donne des œstrogènes, que ce soit par contraceptif également. Il faut faire attention. Et on peut avoir des médicaments. À chaque fois, on va avoir des étiologies différentes qui vont avoir, j'ai sauté une slide, qui vont avoir des mécanismes différents. Et regardez avec moi, s'il vous plaît, combien c'est important de regarder les valeurs de la prolactine. On peut avoir des valeurs jusqu'à 2 fois la limite supérieure de la normale, tout à fait physiologiques. On les regarde pas, on rassure les malades, on ne fait pas d'IRM. On ne traite pas par des agonistes dopaminergiques. On ne traite pas. D'ailleurs, on ne traite par agonistes dopaminergiques que si on a un adénome. Donc, il faut avoir une IRM derrière. Ce n'est pas parce qu'on va avoir une galactorée, une aménorrhée avec une prolactine élevée qu'on va être symptomatique et traité. Ça, c'est une des erreurs qu'on retrouve fréquemment d'ailleurs, faites par de multiples médecins et pas seulement des médecins généralistes. Les médicaments, les premiers, on va avoir les neuroleptiques. Surtout les neuroleptiques, mais également les antidépresseurs tricycliques et même les nouveaux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui peuvent entraîner un effet dopaminergique qui va être agoniste notamment et qui va entraîner cette hyperprolactinémie. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que c'est quand on prescrit un neuroleptique, c'est que le patient en a besoin. Et parfois, on peut changer de classe, on va le voir tout à l'heure, mais on n'a pas toujours la possibilité d'arrêter les médicaments. Ce qui est important à rappeler, c'est que les hyperprolactinémies qui ne sont pas très élevées ne sont pas dangereuses pour la santé, notamment chez ce profil patient, et on fait un suivi du taux de la prolactine. Enfin, on peut avoir, et ça c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez nous, les adénomes hypophysaires ou les autres processus qui vont, comme je vous ai dit, entraîner une déconnexion au niveau de la tige pituitaire, qui, comme il y aura la déconnexion, vont entraîner une augmentation, mais pas très importante. Quand on va entraîner une hyperprolactinémie de déconnexion, on n'a jamais des valeurs qui dépassent 100 microgrammes par litre. L'hypothyroïdie primaire, on a vu tout à l'heure dans la physiologie qu'on pouvait avoir une augmentation de la sécrétion de la TRH, et on peut avoir, en cas d'insuffisance rénale avancée, c'est pour ça que nos collègues néphrologues, lorsqu'ils vont avoir des patients qui ont une insuffisance rénale, parce qu'il y aura une diminution de la clairance de beaucoup d'ailleurs de métabolites, dont la prolactine, elle peut s'accumuler et entraîner des signes cliniques. On a enfin, le réflexe de succion qui peut arriver aussi bien, je vous ai dit, lorsqu'on stimule trop le mamelon, mais beaucoup chez les grands brûlés. Les grands brûlés qui vont être brûlés au niveau de l'abdomen et du thorax, eh bien, peuvent avoir une hyperprolactinémie de réflexe. Comme vous voyez, les valeurs sont assez basses. Et on a notre prolactinome. In fine, quand on élimine toutes les autres étiologies, vous avez vu que certains, on les élimine à l'interrogatoire, prise de médicaments. D'autres, on regarde la physiologie. Est-ce que la patiente a une hyperprolactinémie physiologique parce qu'elle est enceinte, parfois parce qu'elle est ménopausée, parfois parce qu'elle a des OPK. On va ensuite demander les dosages. On vérifie s'il y a une hypothyroïdie. On va vérifier ensuite à quel niveau de prolactine on est. Et si jamais on a des signes cliniques pauvres, ou pas très important, et un taux pas très élevé, on cherche tout ce qui est secondaire.
Lorsqu'on a des valeurs très élevées de prolactine, eh bien, c'est souvent des prolactinomes et la valeur de la prolactine est directement corrélée à la taille du prolactinome. Plus le prolactinome est grand, plus on va avoir des cellules lactotropes qui vont entraîner une augmentation de la prolactine. Et on a des prolactines qui peuvent atteindre 20, 30 fois, 50 fois la limite supérieure de la normale. Et enfin, je vous dirai tout à l'heure comment on fait pour diagnostiquer les hyperprolactinémies idiopathiques. Hyperprolactinémie idiopathique, où on va avoir finalement cette diminution de la clairance de la prolactine, mais qui est due non pas à la prolactine little, mais à la macroprolactinémie ou big prolactine. Quand vous voyez ce tableau, j'espère que vous comprenez que on a besoin de réfléchir beaucoup, et c'est une des raisons pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir besoin de travailler avec le spécialiste pour avancer dans les étiologies. Je vous ai remis ici les causes médicamenteuses pour rappeler qu'il y a également d'autres médicaments en dehors de ceux habituellement cités comme les neuroleptiques, les antidépresseurs et les œstrogènes. On peut également avoir une augmentation de la prolactine par les traitements qu'on utilise beaucoup pour la nausée et les vomissements, si jamais on les utilise de façon répétitive, et que les pilules microdosées, ne donnent pas d'hyperprolactinémie. On l'avait beaucoup avant lorsqu'on avait des pilules un peu plus dosées. Attention, quand on parle d'augmentation de la prolactine, globalement, on va doser ce qu'on appelle la little prolactine. Alors que la big ou big prolactine qui définit la macroprolactinémie, en fait, c'est simplement une forme de réserve. Et cette forme de réserve dans la prolactine, normalement, n'est pas reconnue par les dosages. Lorsqu'on va avoir une macroprolactinémie, eh bien, on peut avoir des résultats faussement positifs parce qu'on a réussi à identifier cette macroprolactinémie. Concentrez-vous avec moi ici. Lorsque j'ai un patient ou une patiente, souvent, qui va avoir une discordance entre la clinique et le dosage. Je m'explique. Vous avez une patiente qui n'a pas grand-chose, ou comme on a dit, elle a une hypothyroïdie et la prolactine est élevée. On traite l'hypothyroïdie, la prolactine reste élevée, mais modérément. Parfois même, il y a des personnes qui font des IRM. Le problème de l'IRM, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle les incidentalomes. Vous savez, les incidentalomes, c'est ce que vous trouvez souvent lorsque vous faites de l'échographie, au niveau thyroïdien ou au niveau abdominal, et que vous trouvez par hasard un nodule qui ne parle pas de lui, mais que c'est grâce à cause, je vais dire, d'une imagerie qu'il a été retrouvé. Si on faisait tous ici dans la salle une IRM de l'hypophyse, au moins une personne d'entre nous, peut-être deux, va avoir des petits nodules au niveau de l'hypophyse. Ce ne sont pas des adénomes hypophysaires, ce sont ce qu'on appelle soit des artefacts, soit des incidentalomes, des petites masses qui ne vont jamais fonctionner, qui ne vont pas faire parler d'elles, qui ne sont pas à surveiller, mais quand on sait qu'elles sont là, on sait qu'elles sont là. On est obligé d'aller rassurer et de continuer avec les malades. Donc, message, jamais d'imagerie avant d'être sûr qu'il y a une hyperprolactinémie et avant d'être sûr d'avoir éliminé toutes les autres étiologies. Qu'est-ce qui va fausser ce dosage de la prolactine? Eh bien, le dosage de la prolactine peut être faussé et être faussement positif parce que on aura ces macromolécules. Quand on a une augmentation importante, discordante par rapport à la clinique, on rappelle le laboratoire et on lui demande de précipiter par le polyéthylène glycol qui ne va finalement doser que la forme active. Alors qu'ici, lorsqu'on va avoir une macroprolactine qui normalement n'est pas retrouvée par l'anticorps du dosage, eh bien, on va finir par avoir des résultats positifs faussement. Deuxième chose, j'ai une patiente symptomatique, les céphalées en casque, non calmée, on a des troubles visuels, on a des galactorées, une aménorrhée, j'ai fait même après l'IRM parce que la prolactine était légèrement élevée,
mais je trouve un prolactinome de 8 mm. Normalement, le prolactinome de 8 mm doit me donner une hyperprolactinémie supérieure à 5, même supérieure à 10 fois la normale. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, on va avoir tellement de prolactine qu'on va avoir cette accumulation et une saturation de la détection de la méthode de dosage. Les prolactines sont engluées et on va avoir ce qu'on appelle l'effet crochet. Elles sont prises entre deux et au lieu de doser réellement toutes les molécules de prolactine, eh bien le dosage ne va doser qu'une fois pour 2 ou 3 ou plus. Comment on peut faire pour améliorer ça, pour séparer les molécules de prolactine? On demande une dilution. C'est un truc tout bête. On dit au laboratoire, écoutez, moi, j'ai un prolactinome. Je le vois. J'ai un prolactinome. Mais ma prolactine est pas très élevée. Elle est à 2 fois la normale, 3 fois la normale. Eh bien, s'il vous plaît, il nous faut une dilution pour pouvoir mettre en évidence l'hyperprolactinémie, que chaque anticorps du dosage se fixe sur une molécule de prolactine. On a donc vu les situations où on pouvait avoir une hyperprolactinémie physiologique ou pas. On a vu également que ce dosage est important, mais que ce dosage doit être réfléchi en fonction de sa valeur. J'espère qu'en sortant d'ici, vous allez ne pas vous alarmer tant que la prolactine est supérieure à 2 fois la limite supérieure de la normale. Et vous allez vraiment réfléchir lorsque c'est 5 fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a une hyperprolactinémie? Alors, on a vu déjà plusieurs possibilités. J'ai une prolactine élevée. Le dosage est là. Je me pose la question et je n'ai pas de signe clinique, par exemple, comme tout à l'heure. Je vais faire une IRM de l'hypophyse. Mes signes cliniques sont là, mon hyperprolactinémie est là, tout est concordant. Maintenant, il y a des situations où on doit réfléchir à tout ce qui est hyperprolactinémie secondaire. Est-ce qu'on a une insuffisance rénale déjà? On va calculer le DFG. Ou est-ce qu'elle est suivie pour insuffisance rénale? Est-ce qu'il y a une hypothyroïdie clinique? Est-ce qu'on a fait le dosage de la TSH? Si on trouve qu'il y a une insuffisance rénale, par exemple, ou qu'on a une hypothyroïdie, concentrez-vous d'abord sur les autres avant d'aller demander l'IRM, parce que ce sont des étiologies claires de l'hyperprolactinémie. Ensuite, on se pose la question, est-ce qu'on a une hyperœstrogénie? Est-ce que j'ai une patiente qui a une aménorrhée, elle est peut-être enceinte, et qu'elle soit mariée ou pas d'ailleurs? On va doser les bêta-HCG, vérifier si elle n'est pas enceinte. Est-ce qu'elle allaite? Quel type de pilule elle prend? Et enfin, lorsqu'on a encore, aujourd'hui, c'est vrai qu'on donne plus beaucoup de traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, mais pour certaines patientes, on est obligé de le prendre, et dans ces cas-là, on regarde ces traitements. Une fois qu'on a éliminé tout ça, on peut, à ce moment-là, demander l'IRM. Et puis, il nous reste cette discordance clinique entre une prolactine qui est élevée et une paucité ou quasiment pas de signe clinique. On va demander, comme je vous ai dit, d'utiliser le PEG pour pouvoir vérifier est-ce qu'il y a réellement une hyperprolactinémie et doser spécifiquement la prolactine active. Et on vérifie également, bien entendu, s'il y a des médicaments hyperprolactinémiants. Auquel cas, si on peut les arrêter, tant mieux. Si on ne peut pas, on peut changer de molécule. Et si on ne peut pas, eh bien, on va simplement surveiller et diminuer, par contre, à donner une dose minimale efficace. Ensuite, j'ai mon IRM. Vous avez vu que je n'ai pas demandé l'IRM d'emblée, mais qu'il faut la demander quand même lorsqu'on a éliminé les autres étiologies ou lorsqu'on va avoir un syndrome tumoral hypophysaire fait de céphalée, de troubles visuels. On peut retrouver soit un microadénome, soit un macroadénome. Alors, j'aime bien rappeler que ce sont deux maladies différentes. Même si ce sont toutes les deux des maladies de l'hypophyse, les microadénomes habituellement n'évoluent pas. Ils restent inférieurs à 10 mm. C'est important à expliquer. Et ce qui vous explique pourquoi, dans le temps, on ne demande plus d'IRM ou quasiment plus d'IRM aux microadénomes de l'hypophyse. Les macroadénomes, eux, sont évolutifs. Et ils peuvent entraîner une compression du chiasma optique, mais également entraîner une mortalité s'ils sont géants, et en fonction de leur compression. Et c'est surtout le sinus caverneux, comme vous l'imaginez bien, qui est dangereux. À chaque fois qu'on va avoir un microadénome qui va englober le sinus caverneux, eh bien, on sera embêté et on va devoir avancer là-dessus. Oui? Alors justement, les macroadénomes,
le temps qu'on les découvre, ils évoluent très vite et ils arrivent à dépasser les 10 mm. Une fois qu'ils ont dépassé les 10 mm et qu'on a fait le diagnostic, eh bien, ils peuvent continuer d'augmenter. Le temps qu'on ait les signes cliniques, qu'on fasse le diagnostic, on sait que au niveau génétique, c'est pas la même étiologie, c'est pas les mêmes maladies, et il faut rassurer les personnes qui vont avoir une hyperprolactinémie due à un microadénome. D'accord? Alors, les adénomes qui récidivent, je vais aller au traitement rapidement parce qu'il reste encore quelques minutes pour qu'on puisse terminer. Eh bien, les adénomes qui récidivent, oui, on va souvent les opérer. Je voulais juste mettre cette slide pour vous rappeler que chez un patient qui a une hyperprolactinémie secondaire, eh bien, on va doser la prolactine, idéalement, et je demande souvent au psychiatre, avant, s'il vous plaît, de mettre en place vos traitements, surtout les neuroleptiques, prescrivez une prolactine, qu'on ait une idée de la base. Ensuite, on refait le prélèvement. Et comme je vous ai dit, et parfois, elle peut augmenter. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est soit changer la molécule, soit on va diminuer la dose. Comment je fais pour prendre en charge maintenant mon prolactinome? Alors, on a comme traitement, les objectifs, c'est de restaurer la fonction gonadique et la fertilité si c'était demandé. Et, bien entendu, dans les moyens, soit on enlève les médicaments, les causes iatrogènes, soit on va traiter par des agonistes dopaminergiques qui vont stimuler les récepteurs dopaminergiques D2. On a au Maroc notamment la bromocriptine et la cabergoline. Et on va avoir également la possibilité d'utiliser la chirurgie, rarement la radiothérapie. Je vous ai mis très simplement comment est-ce qu'on décide d'opérer ou pas un malade, globalement devant un adénome à prolactine. Chez une femme préménopausée, le microadénome doit entraîner une contraception. S'il n'y a pas de désir de grossesse, on n'aura pas de souci à ce moment-là. Mais par contre, si jamais on a un désir de grossesse, on utilisera un agoniste dopaminergique. Et devant tout macroadénome de l'hypophyse, il faut utiliser un agoniste dopaminergique. Pourquoi? Parce que l'agoniste dopaminergique va avoir un effet sur la prolactine et sur le volume tumoral. Et des patientes qui étaient en attente de se faire opérer, en attente d'avoir la consultation pré-anesthésique, peuvent voir leur pronostic visuel s'améliorer après 4 heures de la prise de l'agoniste dopaminergique. Donc, si vous avez ce type de patient, donnez-leur très vite pour que le temps qu'ils arrivent, eh bien, aux urgences, habituellement ils sont aux urgences, on puisse reporter en tout cas la chirurgie. Dans les femmes ménopausées, les microadénomes, souvent on surveille, les macros, on va donner des agonistes dopaminergiques et par la suite, on va utiliser et avoir recours à la chirurgie, soit parce que le syndrome tumoral est très important, soit parce que le pronostic visuel est altéré. Voici mon algorithme avant de finir par mes malades. J'ai une hyperprolactinémie, je vais écarter les causes physiologiques, les causes iatrogènes et vérifier qu'il n'y a pas de macroprolactinémie. Je vais ensuite, soit j'ai trouvé et je vais pas traiter, je vais traiter la cause. Sinon, je vais suspecter un adénome de l'hypophyse, je vais donc faire une IRM. Microadénome, je vais traiter médicalement. Alors, certaines malades veulent être traitées radicalement. Au Maroc, je ne les envoie pas, mais lorsqu'on a des centres très expérimentés qui font beaucoup d'hypophyse, on peut enlever les microadénomes et la patiente est guérie à vie. Il n'y a plus besoin de traitement, il n'y a plus besoin de rien. C'est quand même intéressant d'avoir ce type de chirurgien, de neurochirurgien. Nos neurochirurgiens font du bon travail, notamment pour décomprimer, et on leur demande pas d'enlever. C'est pour ça que c'est ma réponse, madame. Quand on a un macroadénome, surtout celui qui va envahir le sinus caverneux, moi, je demande pas au chirurgien de l'enlever. Il pourra pas l'enlever, il va tuer le malade. Il va enlever le maximum. C'est une chirurgie de réduction. Donc, même en post-opératoire, je peux avoir besoin du traitement médical par agoniste dopaminergique. Et ça, c'est très important pour ne pas dire que le chirurgien a eu un échec du traitement. Le chirurgien, soit on lui demande de tout enlever si c'est un microadénome, et il faut vraiment qu'il soit performant pour le faire. Et du coup, on utilise beaucoup les agonistes dopaminergiques quand on n'a pas de chirurgien à proximité qui fasse au moins, et j'insiste, 3 hypophyses par mois, sinon il pourra pas avoir cette capacité, et sinon, on leur demande des chirurgies de réduction.
C'est pas la même chose, madame. Les adénomes non, madame me demande la question des adénomes non sécrétants. Les adénomes non sécrétants entraînent des hyperprolactinémies de déconnexion parce qu'ils sont gros et parce qu'ils vont comprimer la tige pituitaire. Dans ces cas-là, effectivement, il est important, si on a cette compression de la tige pituitaire, c'est inutile de donner des agonistes dopaminergiques parce que eux ne les sécrètent pas. C'est la chirurgie qui est le traitement. Et en fonction de la localisation, je peux demander une chirurgie de réduction ou une totalisation, et effectivement, s'ils n'ont pas tout enlevé, vous n'aurez pas une récidive, madame. Ça s'appelle pas une récidive, ça s'appelle un échec. Et il faut oser et dire, oui, vous avez opéré, mais vous n'avez pas enlevé. Et c'est un échec. Tous nos chirurgiens peuvent avoir des échecs, même les meilleurs d'entre eux. Donc, on ne parle de récidive que lorsqu'il a tout enlevé. Et ensuite que ça revient, ce qui n'est pas possible. Souvent dans ces cas-là, les non-sécrétants continuent d'évoluer et lorsqu'ils ont une évolution très importante, on est obligé de recourir à la radiothérapie. Ma première patiente, vous l'avez dit tout à l'heure, est un prolactinome. Ma deuxième, bravo pour y avoir pensé, c'était l'hypothyroïdie. Ma troisième patiente avait une hyperprolactinémie secondaire au neuroleptique et il faut négocier avec le psychiatre. Et pour la dernière, il y avait une macroprolactine. Il fallait demander le PEG pour vérifier est-ce qu'il y avait une prolactine active ou non. Et le message principal, s'il vous plaît, c'est toute hyperprolactinémie n'est pas secondaire à un prolactinome et toute hyperprolactinémie ne doit pas être traitée par agoniste dopaminergique avant de faire le diagnostic étiologique. Je vous remercie d'avoir participé avec moi. Donc, je vous remercie pour cet exposé. Est-ce qu'on a le temps de poser une ou deux questions? J'ai posé des questions pendant la séance. Très bien, donc c'est parfait. Alors, je vous demande d'applaudir le professeur Hilaire Lapéry. Merci beaucoup. Merci.